Une belle illustration d'une leçon d'agrégation, l'ellipse de Steiner inscrite. Soit ABC un triangle du plan affine et soit A'B'C' les milieux respectifs des côtés BC, AC et AB. Montrez qu'il existe une ellipse, dite ellipse de Steiner, tritangente en les trois points A'B'C'. Alors voilà le théorème qu'on va appeler le théorème de l'ellipse de Steiner. Ce théorème est démontré dans le cadre d'une leçon d'agrégation que vous pouvez trouver sur la chaîne de Philippe Caldero, qui est une chaîne de préparation à l'agrégation. Alors j'ai mis la vidéo concernée dans la description de ma propre vidéo, et vous avez un lien, je vous invite, si vous êtes intéressé par ce type de problématique, à aller voir la vidéo qui est réalisée par l'étudiante de façon fort brillante qui démontre ce théorème de l'ellipse de Steiner. Bon, alors nous allons faire non pas la démonstration générale qui a été fort brillamment faite par cette étudiante, mais nous allons faire la construction explicite de la transformation affine qui est proposée dans le cadre de la démonstration générale. Dans un cas particulier, le cas particulier c'est celui que je vous cite immédiatement, qui est le plan affine euclidien est rapporté au repère OIJ. On donne les trois points ABC de coordonnées respectives 7, 2, 19, 4 et 10, 12. On vous demande de reproduire la figure à l'aide de Mathematicals, de donner l'équation cartésienne de l'ellipse de Steiner du triangle ABC dans le repère OIJ, et de calculer les coordonnées de son centre et donner la valeur exacte de son demi-grand axe petit a et de son demi-grand axe petit b. Alors nous allons faire seulement les questions 1 et 2, pas nécessairement dans cet ordre du reste, parce que la question 3 fait appel à des techniques de calcul qui sont extrêmement différentes et qui ne rentrent pas dans le cadre des deux premières questions. Donc nous ferons cette troisième question dans une vidéo qui lui est explicitement dédiée. Alors, nous allons ici premièrement expliquer le principe de la construction. Alors ce principe est en fait fort simple parce que l'ellipse de Steiner, il existe un triangle particulier dans lequel on la connaît déjà. Et ce triangle particulier, c'est le triangle équilatéral. Dans le triangle équilatéral, le cercle inscrit à ce triangle est l'ellipse de Steiner de ce triangle. Pourquoi? Parce que vous savez que dans un triangle équilatéral, le cercle du cercle inscrit a toutes les vertus, c'est-à-dire il y a à la fois centre du cercle inscrit, du cercle circonscrit, centre de gravité et orthocentre. Il a toutes les vertus. De sorte que le cercle inscrit, en fait, il est tangent aux trois côtés du triangle en leur milieu. Donc, en fait, le cercle inscrit, dans le cas du triangle équilatéral, il satisfait à toutes les propriétés du triangle de l'ellipse de Steiner. C'est le cercle inscrit dans le triangle équilatéral, c'est son ellipse de Steiner. Pourquoi? Parce que le cercle est un cas particulier d'ellipse, comme vous le savez. Alors, comment fait-on pour trouver la démonstration dans le cas général? Eh bien, on construit tout simplement une transformation affine qui transforme le triangle équilatéral qu'on va appeler A1, B1, C1 en triangle quelconque, donc on va appeler A2, B2, C2. Alors, pourquoi une transformation affine? Parce que la transformation affine, elle a toutes les vertus cherchées. En effet, premièrement, l'une des premières vertus des transformations affines, c'est qu'elles conservent des barycentres. Ça, c'est un théorème très important, c'est une caractéristique même des fonctions affines, des transformations affines, c'est qu'elles conservent le barycentre. Alors les barycentres, ça veut dire que le centre de gravité, en l'occurrence le point O du triangle équilatéral A1, B1, C1, ça va vous donner le centre de gravité O2 du triangle A2, B2, C2. Et les milieux des côtés vont être transformés les milieux des côtés A1, B1, C1 vont être transformés en les milieux des côtés du triangle A2, B2, C2. Donc ça, c'est la conservation des barycentres. La deuxième propriété importante, c'est la conservation des contacts. C'est-à-dire que si vous avez un cercle tangent à une droite, eh bien l'image du cercle, qui va du reste pas nécessairement être un cercle, ça peut parfaitement être une autre courbe, et dans le cas particulier en question, on va trouver que c'est une ellipse, mais l'image du cercle, alors l'image d'une droite par contre est toujours une droite, parce que les transformations affines, c'est même ce qu'il est défini, c'est que l'image de trois points alignés sont trois points alignés. Donc l'image d'une droite est une droite.
Mais l'image d'un cercle n'est pas nécessairement un cercle. Et là, dans le cas particulier, ça va vous donner une conique ou une ellipse. Bon. Et bien, cette ellipse va être tangente aux trois côtés A2 du triangle A2B2C2. Bien, donc ça c'est la deuxième propriété importante, c'est la conservation des contacts. Et la troisième propriété, c'est l'existence de l'unicité. C'est-à-dire que si vous avez un triplet de points A1, B1, C1 et un deuxième triplet de points A2, B2, C2, tous deux non annulés, eh bien, il existe une unique transformation affine qui transforme A1 en A2, B1 en B2 et C1 en C2. Donc ces trois propriétés de la transformation affine sont extraordinaires parce qu'elles vont nous donner exactement ces trois propriétés vont nous donner en fait la construction de l'ellipse de Steiner. C'est l'intérêt de ce théorème. Alors, nous allons, dans le cadre évidemment de cet exercice, procéder à cette construction. Donc, ici, premièrement, voilà, on va commencer par, j'allais dire, lancer des initialisations pour éviter de perdre trop de temps. Voilà, on va lancer une initialisation de l'ellipse. Les initialisations, on va initier tout simplement le triangle initial pour ne pas perdre trop de temps, si vous voulez. Hein. Voilà. Alors, ok, on va vérifier qu'on a bien tout ce qu'il faut. Voilà. Alors, donc, on va vérifier qu'on a le point A2, c'est bien le point de coordonnées 7,2, ici. Le point B2, c'est bien le point de coordonnées 19,4. Et le point C2, c'est bien le point de coordonnées 10,2. Et ensuite, on va vérifier qu'on a bien aussi initialisé la figure, c'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai fait le triangle dans le cas avec les points A2, B2, C2, donc et j'ai placé aussi les milieux de ces côtés A', B', C', afin qu'on ne perde pas trop de temps dans la construction, d'accord? Donc voilà, donc là on a déjà toutes les initialisations qui ont été faites. Bon, deuxièmement, nous allons construire maintenant de façon explicite notre transformation affine. Alors pour ce faire, eh bien, je vais tout simplement définir une transformation affine. Alors, si vous avez fait un peu de géométrie affine, vous savez que les transformations affines, dans une transformation affine, il y a deux parties. Il y a une partie qui est strictement vectorielle et une partie qui est affine. C'est-à-dire que la partie vectorielle, c'est une application linéaire. Donc, vous savez que les applications linéaires, elles ont une matrice. Donc, on va l'appeler... et la matrice ici, comme ça va être une matrice de 2. Donc, la première ligne, c'est A11, la A12, et la deuxième ligne, c'est A21 et A22. Voilà. Donc là, on a notre matrice de transformation affine. Voilà. Et ensuite, eh bien, nous allons tout simplement créer notre transformation T. Donc, qui est à l'aide de la fonction affine transform. Donc, elle est constituée, comme je viens de dire, d'une partie vectorielle T, on a noté ça, et évidemment, le deuxième, c'est l'image du centre de gravité. Alors ici, le centre de gravité du triangle A1, B1, C1, eh bien, c'est effectivement, c'est l'origine du repère, c'est-à-dire c'est O1, qui est le point 0, 0, hein, le point de coordonnées 0, 0. Et la transformation va le transformer en l'origine du repère, qui est le point 12, 6. C'est les moyennes des trois abscisses, c'est les moyennes des trois ordonnées. Voilà. Donc, voilà notre transformation affine dans le cas général. Bon, seulement, évidemment, eh bien, il va falloir, nous allons définir deux points qui sont les images. Donc, on a déjà l'image d'un point. On sait que l'image de O1, ça va être O2. Donc, on a déjà un point, il ne nous reste plus qu'à trouver l'image de deux points. Alors, on va appeler AI l'image de A1. Pourquoi AI? Parce que c'est un calcul intermédiaire, donc je l'appelle A intermédiaire. Et BI, c'est pareil, c'est l'image de B1. Voilà.
Et en fait, bon, ben maintenant, il faut faire un système qui va permettre de résoudre, de trouver les valeurs de l'application vect, c'est-à-dire de l'application linéaire associée à la transformation affine T. Alors, pour ce faire, eh bien, il faut résoudre un système dont les inconnus vont être les 4 nombres A1, A11, A12, A21, A22. Donc, ça commence par un solve, évidemment. Et quel est ce système? Eh bien, ce système, c'est un système qui va être tel que, en fait, l'image de A1, ça va être l'image de A1 qu'on a déjà calculée, qui est AI. Eh bien, l'image de A1, ça va être A2. Et l'image... Alors, le problème, c'est que AI, il a 2 coordonnées. Donc, il faut séparer les 2 coordonnées. La première coordonnée, donc, on va appeler first. La première coordonnée, c'est l'abscisse. Donc, l'abscisse de A1 est égale à l'abscisse de A2. Et ensuite, on va recopier ça. On va le recopier un certain nombre de fois. Voilà. 4 fois, exactement. Ici, donc, on met des virgules. Voilà. Alors, la première coordonnée, c'est A1. Voilà. Et là, la deuxième coordonnée, ben, c'est pareil, c'est la première et la dernière. Hein, il n'y a que 2 coordonnées, l'abscisse et l'ordonnée. L'abscisse et l'ordonnée. Et on fait la même chose ensuite pour BI. Pour B. Donc ça va, c'est pas la peine, on a besoin que de 2 points, parce que, comme je viens de le dire, hein, le troisième point, on l'a, c'est le centre de gravité. Le centre de gravité O1, l'image du centre de gravité O1 va être le centre de gravité O2, et ça on le sait déjà en fait, hein, parce que la transformation affine a été définie de cette façon-là. Donc, alors, il faut résoudre par rapport à quelle variable? Ben, tout simplement par rapport aux variables vect. Voilà, mais écrite en ligne. Voilà. Et ça va nous donner, donc évidemment, il suffit évidemment d'affecter la solution qu'on va appeler, voilà, on affecte la solution. On passe un peu de temps, si vous voulez, à écrire un code à peu près propre. Alors, ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de définir, une fois qu'on a la vraie transformation affine, celle qui va donner les vraies choses. Voilà. Et on fait, donc c'est vect. Et on va l'appliquer, on va... Et voilà. Donc là, on fait les vraies choses. Il faut aussi écrire la syntaxe correcte, sinon on va avoir des petits problèmes. Voilà, c'est bon. Donc là, ici, on a notre transformation affine. Alors, on va vérifier, effectivement, déjà que ce code-là fonctionne. Bien, alors, allons-y. Donc, on va le faire exécuter, voir s'il n'y a pas d'erreur. Oui, alors la première erreur, c'est que j'ai pas écrit des équations, mais des affectations. Évidemment, ça ne lui plaît pas du tout. Les affectations, ça ne lui plaît pas. Donc voilà, j'espère que ça corrige. Voilà, ce coup-ci, ça corrige, effectivement. Donc là, ici, on a bien les affectations. Alors, on va juste vérifier, prendre le temps de vérifier qu'on a bien ce qu'on veut. Voilà. Donc, l'image de A1, ben... Allez. Allez. Donc là, effectivement, il y a un petit problème. On recommence. J'espère que ce coup-ci, ça va être bon. L'image de 1, c'est A2, c'est à ça que servent les vérifications.
Si vous voulez, là on peut vérifier que si on fait G de A1 moins A2, on trouve bien 0. Si vous faites G de B1 moins B2, ben, vous trouvez 0, ce qui veut dire qu'effectivement G de A1 c'est A1, G de B1 c'est B2, et G de C1, évidemment, ben, ça va être C2. Hein. Voilà, G de C1 moins C2, ça va vous donner évidemment 0. Voilà. Bon, donc c'est bien juste, la transformation affine qu'on a écrite fonctionne. Alors maintenant que nous avons notre transformation affine, on va essayer de trouver l'équation cartésienne de l'ellipse. Alors comment fait-on? Donc on va l'écrire ici. Équation cartésienne de l'image du cercle circonscrit au triangle ABC1. Voilà. Alors, comment va-t-on trouver cette équation cartésienne? Ben, en fait, c'est, j'allais presque dire, relativement simple. C'est simple parce que l'équation cartésienne du cercle circonscrit au triangle ABC, on le connaît. Vous avez ici, vous savez que le centre du cercle circonscrit, c'est O, et vous savez que son rayon, c'est R. Alors, peu importe quel est son rayon, on connaît, on va admettre qu'on le connaît, qui s'appelle R. Alors, eh bien, nous allons écrire, donc on va trouver la transformation affine inverse. Donc, on va faire inverse. Inverse fonction G. Donc là, ça vous donne la transformation affine inverse qu'on appelle H. Et on va dire la chose suivante, c'est que si un point, voilà, ici vous avez votre construction, si un point M appartient à l'ellipse de Steiner inscrite dans le triangle ABC, vous savez que le point qui est là, c'est l'image d'un point du cercle circonscrit au triangle, puisque l'ellipse de Steiner est construite comme étant l'image du cercle inscrit. Donc si vous partez d'un point M quelconque de coordonnées XY, on va appeler XY ces coordonnées, donc on va appeler M les coordonnées du point XY, ça c'est un point quelconque de l'ellipse de Steiner. Vous savez que son image par la transformation inverse de G, qu'on appelle H, et ben, son image réciproque en quelque sorte va être sur le cercle inscrit. Et ce cercle inscrit, on connaît son équation cartésienne. Bon, donc allons-y. Donc ici, on va dire qu'on va appeler l'équation de l'ellipse, l'équation cartésienne de l'ellipse de Steiner, et on va dire que c'est alors H de M fois produit scalaire par lui-même moins le rayon du cercle inscrit au carré. Et ça vous donne l'équation cartésienne. Alors on va la simplifier, disons qu'on va, pour éviter les... On va mettre au même dénominateur, voilà. Bon, ça je le fais pour éviter d'avoir à traiter des fractions. Alors, si c'est bon. Voilà, j'espère que ça va être bon. On va mettre deux trucs pour être tranquille complètement. Et on va prendre juste le dernier facteur. Comme ça, on est tranquille, ça va élaguer complètement. Alors, on va le faire. On va voir si on obtient l'équation cartésienne de l'ellipse. Allons-y, allons-y. Donc, on va évaluer cette chose et on va regarder, vérifier sur le brouillon qu'on a bien trouvé l'équation cartésienne de notre ellipse. Voilà. Oui. Alors, je l'ai écrit, voilà. J'ai écrit tout un tas de simplifications pour avoir à traîner. Voilà, j'ai passé quelques instructions pour éviter d'avoir des coefficients inutiles. Donc là, on a l'équation cartésienne de notre ellipse.
Alors, il ne nous reste plus maintenant qu'à la tracer dans le cadre. Alors, on va la tracer de deux façons différentes. D'abord, on va la tracer, donc on va écrire ici tracer de l'ellipse. Donc, voilà, donc on va la tracer de deux façons différentes. Donc déjà, on va la tracer dans le triangle. Donc on va prendre on va appeler cette figure, on va faire une figure qu'on va appeler cfix 01, voilà, qui va être constituée de la figure initiale qu'on a appelée cfix 0, donc, qui contient notre triangle. Cette figure, on l'a déjà faite tout à l'heure. Hein. Je vais vous la montrer au brouillon, mais c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure au brouillon, qui contient en fait tous les... voilà, c'est ça. Et ensuite, eh bien, nous allons faire l'ellipse en la traçant à l'aide de... voilà. Voilà, contour plot, à l'aide d'un contour, en fait, voilà. Et quoi, c'est quoi? Voilà, alors ici, il faut évidemment mettre... Alors ça, c'est pareil, les initialisations, on va admettre qu'elles ont été faites. Donc, on les a fait dans les init pour éviter de perdre trop de temps avec ça, parce que ça nous aurait emmené trop loin et ça nous aurait fait sortir du cadre de notre exercice. Voilà. Et on va la faire dans une couleur un peu différente. On va même aller jusqu'à faire un peu de... en rose, voilà, allez, voyons la vie en rose. Voilà, donc ici, essayons de voir. Donc là, il faut bien écrire que c'est un contour, donc il faut bien écrire que c'est la courbe égale à 0, parce que sinon, ça va vous faire tout un tas de trucs indésirables. Voilà, est-ce que c'est bon? Voilà, je crois que oui. Bon, nous allons donc ici... alors, on va prendre un fichier qui va nous permettre de la voir directement dès qu'elle sera tracée. Donc c'est l'écran de service. Voilà, là on a déjà tracé je l'ai appelé cfix 01. On a justement le cfix 01 qui est déjà prévu à cet effet. Donc on va le tracer, on va voir si ça marche. Alors voilà. Et voilà, et bien oui, ça marche. Vous voyez que là j'ai tracé mon ellipse et quoi eux. Je l'ai tracé dans mon truc, mais je l'ai tracé comme un contour, hein, contour plot. Voilà, donc ça c'est la première façon de la tracer, et c'est une façon, alors c'est-à-dire que j'ai fait la figure en deux fois, donc la première valeur c'est cfix 0, et la deuxième, bah, j'ai rajouté à cette valeur cfix 0, j'ai rajouté le contour plot, c'est-à-dire l'ellipse qui est faite indépendamment, et j'ai emboîté l'un dans l'autre. Alors j'ai rien à faire, hein, il suffit d'écrire les deux, les coordonnées vont automatiquement se mélanger automatiquement, et vous voyez que ça marche parfaitement. Donc l'équation cartésienne qu'on a trouvée, c'est bien l'équation de l'ellipse de Steiner. Alors ça, c'est la méthode, la première méthode. Alors Mathematica permet une deuxième méthode quand on dispose d'une transformation affine, c'est de faire, eh bien, il y a une deuxième méthode, voilà la deuxième méthode pour la faire. C'est de faire... Alors, on va appeler ça cfix 02. Voilà. Et c'est pareil, c'est le même principe. Donc, on va prendre ici la figure cfix 0. D'ailleurs, j'aurais pu... voilà, cfix 0. Et ici, au lieu de faire le calcul de la on peut strapper, on n'a pas besoin, en fait, pour faire la figure, on n'a pas besoin de l'équation cartésienne. Mathematica sait le faire directement, sans passer par l'équation cartésienne. Alors pour ça, ben, il faut quand même refaire un graphique. Voilà. Mais ici, vous faites, alors, vous avez une géométrie de transformation. Donc, on va transformer directement, on va faire la transformation directe de notre cercle inscrit, qui est le cercle de centre O1 et de rayon R. Et on va faire la transformation à l'aide de en fait, notre transformation G. Alors ici, vous voyez, je n'utilise pas la transformation inverse, j'utilise directement la fonction F.
Et cette instruction, géométrique transformation, va nous transformer notre cercle O1R au moyen de la fonction affine G. Alors, on va faire exactement la même chose qu'ici. Donc, on va prévoir un dynamique cfig 02. Je vais voir si c'est bien ça. J'ai bien appelé cfig 02, oui. Voilà, on prévoit ça. Donc ici, et on va lancer et on va voir si ça marche. Alors, et oui, ça marche, vous voyez. Alors ici, bon, évidemment, vous voyez, ici, j'ai fait directement l'ellipse et je ne suis pas passé par un contour plot, j'ai fait directement l'image par la transformation G du cercle de notre cercle inscrit au triangle équilatéral. Et vous voyez qu'on trouve. Alors, pour vous montrer que c'est bien ça, donc je vais la colorier si vous voulez. On va la mettre on va la mettre en vert, un vert pas trop criard. Voilà. Je pense que c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, je sais ce qui ne va pas. Oui, c'est que j'ai mis l'instruction RGB Color à un endroit où effectivement il ne l'accepte pas. Je pense que ça va aller mieux. J'ose espérer. Voilà. Par contre, il ne l'a pas colorié. Oui, il l'a fait, mais... Ah oui. Oui, effectivement, là, j'ai peut-être éteint un peu. Voilà, je pense que là, la couleur va se faire. Voilà, c'est ça. Et là, il a bien été colorié en vert. Bon, je crois que là, c'est fait. Et vous voyez, il y a deux méthodes qui sont complètement différentes. Dans la première, on utilise l'équation cartésienne et on le fait... et on trace la courbe par son équation cartésienne. Et dans le deuxième, on trace la courbe en faisant directement l'image du cercle circonscrit à l'aide de la transformation affine G. Voilà, ceci termine donc notre vidéo. Et donc, je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout, d'avoir eu la patience d'arriver jusque-là. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vérifier sur la vidéo de Philippe Caldero, de la chaîne de Philippe Caldero. Donc, je vous invite à mettre le maximum de commentaires pour savoir si ce type de problématique vous intéresse et pour m'encourager aussi à continuer, pour me faire comprendre que je ne travaille pas dans le vide, que ce que je dis n'est pas complètement inutile, et aussi pour essayer de me guider, pour essayer de m'améliorer, parce que je sais que je suis loin d'être parfait dans mes vidéos. Voilà, je vous remercie et à une prochaine fois.